Un couple âgé a prétendu être sans-abri et seulement la belle-fille qu'il haïssait a ouvert la porte. Après des décennies de sacrifices, ils se sont déguisés en étrangers désespérés pour tester leurs 5 enfants à succès. Un par un, le docteur, l'avocat, le corps, le banquier, tous ont repoussé leurs propres parents sans un second regard. Mais quand ils ont atteint le pas de la porte de leur plus jeune fils, celui qu'ils avaient appelé un échec, quelque chose de choquant est arrivé. Peter et Ruby Grayson avaient passé 43 ans à construire une famille. Ils étaient sur le point de découvrir en l'espace de 72 heures si cette famille avait jamais vraiment existé du tout. Le matin où tout a commencé, Peter se tenait devant le miroir de leur chambre, reconnaissant à peine l'homme le fixant en retour. Il avait 71 ans et jusqu'à ce moment, il avait toujours pris fierté de son apparence. Chemise pressée, rasage net, chaussures cirées chaque dimanche soir, tandis que Ruby lisait à côté de lui dans le salon. Ces petits rituels avaient défini leurs années de retraite, la dignité tranquille d'une vie bien vécue. Mais aujourd'hui, Peter portait des vêtements qu'il avait tirés d'une benne de dons derrière l'église méthodiste sur la 5e rue, une veste grise tachée 2 tailles trop grandes, un pantalon avec une déchirure au genou qu'il avait délibérément élargi avec son couteau de poche, des chaussures qui avaient perdu leur lacette quelque part dans le voyage d'un autre homme. Ruby a émergé de la salle de bain et la poitrine de Peter s'est serrée. Sa femme de 43 ans, la femme qui avait enseigné des leçons de piano pendant 3 décennies, qui avait cousu des costumes de Halloween jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, qui avait emballé des déjeuners avec des notes manuscrites glissées à l'intérieur, ressemblait à une étrangère. Ses cheveux argentés, habituellement relevés en une torsion élégante, pendaient lâches et emmêlés. Elle portait une robe marron informe qu'ils avaient trouvée dans un magasin d'occasion, son ourlet irrégulier et effiloché. Un fin cardigan avec des boutons manquants a complété la transformation. « Tu as l'air terrible », dit Peter doucement. Ruby a esquissé un petit sourire. « Toi aussi. » Ils se sont tenus ensemble en silence. 2 personnes qui avaient élevé 5 enfants, financé 4 études universitaires, co-signé 3 hypothèques et écrit plus de chèques qu'ils ne pouvaient en compter pour des remises de diplômes et des mariages et des cadeaux d'anniversaire de petits-enfants. 2 personnes qui avaient donné tout ce qu'elles avaient et étaient sur le point de découvrir ce que tout cela avait signifié. L'idée était venue à Peter 3 semaines plus tôt, la nuit de son 70e anniversaire, ou plutôt la nuit où son 70e anniversaire aurait dû être célébré. Ruby avait appelé chacun de leurs enfants personnellement. Victoria, leur aînée, une cardiologue à Boston, Richard, un avocat d'entreprise à Chicago, Margaret, mariée à un cadre technologique et vivant dans une maison avec plus de salles de bain que leur maison d'enfance n'avait de pièces. Stephen, un banquier d'investissement qui avait fait son premier million avant 30 ans, et Daniel, leur plus jeune. La déception. Victoria ne pouvait pas venir. Une conférence en Suisse. Richard avait une déposition qui ne pouvait pas être déplacée. Le mari de Margaret avait planifié une escapade à Napa et elle ne pouvait pas possiblement annuler. Stephen était en train de conclure une affaire qui déterminerait la trajectoire de toute sa carrière. Seul Daniel avait dit oui immédiatement. Daniel, qui vivait à 90 miles de distance dans une ferme avec un toit qui fuyait, marié à une femme que la famille n'avait jamais approuvée, travaillant comme homme à tout faire tandis que sa femme cultivait des légumes et élevait des poulets. Daniel, qui a conduit son camion de 12 ans à travers un orage pour s'asseoir à la table d'anniversaire de son père, avec une carte faite maison et une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. Cette nuit-là, après que Daniel et sa femme Jenny soient rentrés chez eux, après que Peter ait nettoyé le gâteau que seulement 4 personnes avaient touché, il s'était assis dans son bureau et avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a pleuré, et puis il a commencé à planifier. « Es-tu sûr de cela ?» demanda Ruby maintenant, ajustant la sangle du sac en toile usé qu'elle portait. À l'intérieur se trouvait un changement de vêtements,
leurs médicaments cachés dans une bouteille d'aspirine, 200 $ en argent d'urgence et un petit carnet où Peter avait l'intention de tout enregistrer. « J'ai besoin de savoir, dit Peter. Nous avons besoin de savoir. Et si la réponse est ce que nous craignons, Peter a pris sa main. Ses doigts étaient froids malgré la chaleur de fin septembre. Alors au moins nous saurons et nous pourrons arrêter de nous demander pourquoi notre téléphone ne sonne que quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Ils avaient créé une histoire, une simple, parce que les meilleurs mensonges sont construits sur la vérité. Ils étaient Peter et Ruby Miller, pas Chen, ouvrière d'usine retraité, pas un ancien directeur de lycée et professeur de piano. Ils avaient perdu leur maison à cause de factures médicales après la chirurgie cardiaque de Peter. Les détails seraient que parce que les personnes désespérées ont rarement l'énergie pour des explications élaborées. Le premier arrêt était Boston. Ils ont pris un bus parce que conduire leur propre voiture aurait ruiné l'illusion. 12 heures à regarder l'Amérique défiler devant des fenêtres crasseuses, entourés d'autres voyageurs qui portaient leur vie dans des sacs et gardaient leurs yeux fixés sur des distances moyennes. Ruby a somnolé contre l'épaule de Peter pendant qu'il fixait son reflet dans la vitre et se demandait si Victoria les reconnaîtrait même. Le quartier de Victoria s'est annoncé à travers des pelouses de plus en plus soignées et des portails en fer. Sa maison, une victorienne restaurée avec une Tesla dans l'allée et un service d'entretien de pelouse qui venait 2 fois par semaine, se trouvait sur une rue bordée d'arbres où le silence semblait cher. Peter et Ruby ont marché le dernier mile depuis l'arrêt de bus. Au moment où ils ont atteint l'adresse de Victoria, Ruby boitait légèrement et le dos de Peter lui faisait mal à cause des sièges bon marché du Greyhound. Ils avaient l'air, réalisa-t-il avec une satisfaction sinistre, exactement comme ce qu'ils prétendaient être. Épuisés, désespérés, invisibles. La femme de ménage de Victoria a ouvert la porte. « Nous cherchons de l'aide, » dit Peter, gardant sa voix humble, ses yeux baissés. « Nous avons voyagé longtemps. Nous nous demandons juste s'il y a de la nourriture que vous pourriez épargner, ou peut-être du travail que nous pourrions faire en échange d'un repas. » La femme de ménage, une femme d'âge moyen avec des yeux gentils et un accent que Peter ne pouvait pas situer, les a regardés avec une sympathie authentique. « Attendez ici, » dit-elle doucement. « Laissez-moi demander. » Ils ont attendu sur le porche pendant 7 minutes. Peter a compté chacune. Quand la porte s'est ouverte de nouveau, ce n'était pas la femme de ménage. C'était Victoria. Le cœur de Peter est martelé contre ses côtes, sa fille, sa première-née, le bébé dont il avait filmé les premiers pas sur un caméscope de la taille d'une petite valise. La fille qui lui avait fait promettre de la mener à l'hôtel, qui avait pleuré dans ses bras quand elle n'avait pas été acceptée dans son premier choix d'école de médecine, qui l'avait appelée en sanglotant quand son premier patient était mort sur sa table. Elle ne l'a pas reconnu. « Je suis désolée, » dit Victoria, sa voix portant le ton poli qu'elle avait cultivé pour les familles de patients. « Nous ne donnons pas d'aumône. Il y a un refuge à environ 4 miles d'ici. Ils servent le dîner à 18 heures. » Elle a fouillé dans sa poche et a produit un billet de 20 $, le tendant sans établir de contact visuel. Pour le tarif de bus, Ruby a fait un petit son à côté de lui. Peter lui a serré la main en avertissement. « Merci, » dit-il doucement, acceptant l'argent. « Que Dieu vous bénisse. » Victoria fermait déjà la porte. « Rosa, assure-toi qu'il quitte la propriété avant de fermer à clé. » La porte a claqué. Ils se sont tenus sur le porche pour un moment qui s'est étiré en éternité. Puis Peter a guidé Ruby en bas des marches et de retour sur le trottoir, sa main tremblante contre son bras. « Elle ne nous connaissait pas, » murmura Ruby. « Non, » Peter a acquiescé. « Elle n'a même pas regardé. » Ils ont trouvé un banc de parc 3 pâtés de maison plus loin et se sont assis dans le crépuscule qui s'installait. Les épaules de Ruby ont tremblé de larmes silencieuses. Peter a fixé le billet de 20 $ dans sa main, le prix de sa fille pour faire disparaître les sans-abri de son poste de porte. « Nous pourrions arrêter, » a-t-il offert.
Nous n'avons pas à faire cela. Ruby a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Nous sommes venus si loin, et j'ai besoin de savoir si Victoria est, si elle est tous d'entre eux. Le matin suivant, ils ont pris un autre bus, cette fois pour Chicago. L'immeuble de Richard était une tour d'acier et de verre qui perçait la ligne d'horizon comme une accusation contre le quartier modeste l'entourant. Il vivait dans le penthouse, ce qui signifiait des gardes de sécurité et des cartes clés et des interphones qui filtraient qui étaient dignes d'entrer. Peter et Ruby ne sont même pas entrés dans l'immeuble. Le portier, un jeune homme avec des avant-bras comme des jarrettes de jambon et des yeux qui avaient vu toutes les ruses du livre, les a arrêtés à l'entrée. Résidence de l'immeuble seulement. Nous essayons d'atteindre quelqu'un au dernier étage, dit Peter. Richard Chen, il est outre, il s'est repris. Nous connaissions ses parents autrefois. Nous espérons qu'il pourrait nous aider. L'expression du portier n'a pas changé. Monsieur Grayson n'accepte pas les visiteurs sans rendez-vous. Si vous souhaitez laisser un message, je peux faire en sorte qu'il parvienne à son assistant. Peter a pensé à son fils, Richard, qui avait eu peur des orages jusqu'à ses 12 ans. Richard, qui avait supplié pour un chien chaque Noël jusqu'à ce qu'il cède finalement et ramène à la maison un Golden Retriever nommé Scout. Richard, qui avait prononcé l'éloge funèbre aux funérailles de sa grand-mère, avec une telle éloquence que le ministre avait tiré Peter à part après et avait dit « Ce garçon a un don. Pourriez-vous lui dire, dit Peter lentement, que 2 personnes qui l'ont aimé très fort sont dehors et ont besoin d'aide. » Les sourcils du portier se sont levés légèrement. « Monsieur, je pense que vous pourriez être confus. Vous devriez probablement juste lui dire, s'il vous plaît. Que ce soit par pitié ou par devoir professionnel, le portier a passé l'appel. » Peter l'a regardé parler au téléphone, l'a regardé jeter un coup d'œil vers eux et regarder son expression changer en quelque chose comme de l'embarras. Monsieur Grayson dit qu'il ne connaît personne correspondant à votre description, a rapporté le portier. Il a suggéré que je vous dirige vers la ligne d'assistance téléphonique des services aux sans-abri de la ville. Il a remis une carte préimprimée avec un numéro. Il y a des centres d'accueil qui ouvrent à 7 heures si vous avez besoin d'un endroit pour rester ce soir. La main de Ruby a trouvé celle de Peter. Sa prise était assez forte pour faire mal. « Merci », Peter a réussi à dire. Ils ont marché jusqu'à Millennium Park et se sont assis près du haricot, cette sculpture massive en argent, où Peter avait une fois posé pour des photographies avec ses 5 enfants pendant un voyage en famille. Des touristes tourbillonnaient autour d'eux, mais personne ne s'est arrêté. Personne n'a regardé. Ils étaient devenus partie du paysage. Juste 2 autres silhouettes courbées sur un banc, sans importance pour les belles personnes prenant des selfies. 2 de moins, dit Ruby, sa voix plate. 3 à faire. Margaret vivait à Palo Alto, ce qui était trop loin pour les bus et au-delà de leurs ressources décroissantes. Mais le destin, ou peut-être autre chose, est intervenu quand Peter a repéré une annonce de covoiturage sur un tableau communautaire à la gare routière. Une jeune femme nommée Destiny conduisait à San Francisco et avait besoin d'aide avec l'argent de l'essence. Elle avait 23 ans avec des tresses multicolores et un anneau de nez. Et elle a posé plus de questions dans la première heure que Victoria n'en avait posé au cours des 5 dernières années. « Alors, où allez-vous vraiment? » demanda Destiny, les regardant dans son rétroviseur. « Et ne dites pas que vous ne faites que vous promener. Personne de votre âge ne se promène sans destination. » Peter a regardé Ruby, puis de nouveau la jeune femme. « Nous rendons visite à la famille habillée comme ça. » Ruby l'a surpris en riant. Un vrai rire, le premier depuis des jours. « C'est une longue histoire, madame. Nous avons 6 miles. J'ai le temps. » Peter s'est retrouvé à parler. Pas toute la vérité, mais assez. Comment ils avaient élevé 5 enfants. Comment ces enfants étaient devenus prospères et distants. Comment ce voyage était censé répondre à une question qui les rongeait depuis des années. Destiny est restée silencieuse pendant longtemps après qu'il ait fini. Puis elle a dit « Ma grand-mère m'a élevé après que ma mère n'ait pas pu, n'a jamais eu beaucoup,
mais elle m'a donné tout ce qui comptait. Quand elle est tombée malade l'année dernière, je suis retourné à la maison pendant 6 mois pour prendre soin d'elle. J'ai perdu mon emploi. J'ai failli perdre mon appartement. Elle a haussé les épaules. Cela en valait la peine cependant. Certaines choses n'ont pas de prix. Ils ont roulé dans un silence confortable après cela. Quand Destiny les a déposés à un arrêt de bus à 30 miles de Palo Alto, elle a refusé de prendre leur argent pour l'essence. « Vous en avez plus besoin que moi, dit-elle. Et quoi que vous trouviez à la fin de ce voyage, j'espère que c'est ce que vous cherchez. » Peter a pensé à cela en marchant les miles restants jusqu'au quartier de Margaret. Que cherchait-il? La preuve que ses enfants l'aimaient? La confirmation qu'ils ne l'aimaient pas? Une version de la vérité avec laquelle il pourrait vivre? Il n'était plus sûr. La maison de Margaret était en quelque sorte pire que celle de Victoria. Non pas parce qu'elle était moins grandiose, mais parce qu'elle était si clairement conçue pour impressionner. Une déclaration architecturale moderne qui avait été présentée dans un magazine que Ruby avait vu dans la salle d'attente d'un dentiste. Tout sangle et vert et une piscine qui coûtait probablement plus que toute la pension annuelle de Peter. Ils ont sonné à la porte à 15 heures de l'après-midi. Le mari de Margaret, Thomas, a répondu. Peter n'avait jamais aimé Thomas. Ses 2 dents blanches, sa poignée de main ferme comme performance, sa manière de faire de chaque conversation ses propres réalisations. Mais il n'avait jamais rien dit parce que Margaret semblait heureuse, et c'est ce qui importait. Thomas n'a pas reconnu son beau-père. « Puis-je vous aider? » Les mots étaient impolis, mais son corps bloquait l'entrée, se préparant déjà à la fermer. « Nous sommes en voyage, dit Peter, espérant trouver de la gentillesse. Un repas peut-être, ou juste de l'eau. » L'expression de Thomas est vacillée avec quelque chose que Peter ne pouvait pas tout à fait lire. Dégoût, agacement, peur. « Margaret !» Thomas a appelé par-dessus son épaule. « Il y a des gens à la porte. » La fille de Peter est apparue. Leur enfant du milieu, celle qui avait eu peur du noir jusqu'à ses 14 ans, qui lui avait fait vérifier sous son lit chaque nuit et laisser la lumière du couloir allumée. Celle qui lui avait écrit une lettre quand elle avait obtenu son diplôme universitaire disant « Tout ce que je suis, je l'ai appris en te regardant. » Elle portait des vêtements de yoga qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de Destiny. Ses cheveux étaient parfaits. Ses ongles étaient parfaits. Tout en elle était soigné et contrôlé. « Que veulent-ils » demanda Margaret, ne s'adressant pas directement à eux. « Ils disent qu'ils cherchent de la nourriture ou de l'eau. » Margaret a soupiré, le son de l'inconvénient. « Thomas, nous avons parlé de ça. Nous ne pouvons pas simplement laisser des gens au hasard venir à la porte. Le groupe de surveillance du quartier a spécifiquement dit « Nous sommes désolés de vous déranger. » Ruby a pris la parole, sa voix portant de l'acier sous la lassitude. « Nous allons partir. » Margaret les a regardés, puis a vraiment regardé pendant peut-être 3 secondes. Assez longtemps pour qu'une reconnaissance vacille. Si elle allait le faire. Elle ne l'a pas fait. « Attendez, » dit Margaret. Elle a disparu et est revenue un instant plus tard avec un sac de course réutilisable. À l'intérieur se trouvaient 2 bouteilles d'eau et ce qui ressemblait à des restes de sandwich enveloppés dans des essuie-tout. Ceux-ci proviennent d'un événement traiteur. Ils allaient être jetés de toute façon. Elle a tendu le sac à Ruby, attentive à ne pas laisser leurs doigts se toucher. « Merci, » dit Ruby. Peter pouvait entendre les larmes qu'elle combattait. « Il y a un motel à environ 2 miles à l'est, » continua Margaret. « Il pourrait avoir des tarifs journaliers et la soupe populaire au centre-ville ouvre à 17 heures. » Elle a souri, son sourire professionnel, celui qu'elle utilisait pour les galas de charité. Bonne chance, la porte s'est fermée. Peter et Ruby ont marché jusqu'à ce qu'ils trouvent un banc d'arrêt de bus, puis se sont assis sous le soleil californien, mangeant des sandwichs que leur fille avait presque jetés. « Elle ne nous connaissait pas non plus, » dit Ruby. « Non. » Elle m'a regardé droit dans les yeux, Peter, sa mère, et elle a vu une étrangère. Peter n'avait pas de mots. Il a mis son bras autour de sa femme et l'a tenue pendant qu'elle pleurait.
et il a pensé à la fille qui courait vers lui chaque fois qu'elle se raclait le genou, certaine que son baiser pouvait tout améliorer. Ils avaient 2 enfants restants à visiter, Stephen à Seattle et Daniel à seulement 90 miles de la maison. Une partie de Peter voulait sauter Stephen pour aller directement à la ferme de Daniel et mettre fin à cette expérience douloureuse. Mais Ruby a insisté. « Nous devons savoir, dit-elle, tous. Si nous laissons Stephen de côté, nous nous demanderons toujours. » Alors ils ont pris un autre bus, un autre voyage sans fin à travers une Amérique qui semblait conçue pour les gens qui pouvaient se permettre de bouger plus vite qu'ils ne bougeaient. Le dos de Peters est crié à chaque nid de poule. La toux de Ruby qu'elle avait cachée s'est aggravée. Au moment où ils ont atteint Seattle, 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient quitté la maison. Ils avaient passé 2 nuits dans des gares routières, une dans un refuge qui sentait le désinfectant et le désespoir, et ils avaient mangé toute nourriture qu'ils pouvaient trouver dans les stations-service et les dépanneurs. Leur déguisement ne ressemblait plus à déguisement. Ils devenaient les gens qu'ils prétendaient être. L'immeuble de Stephen était dans un quartier qui avait été pauvre autrefois et était maintenant suffocant sous le poids de sa propre tendance. Brasseries et boutiques et appartements où de jeunes gens avec de grands rêves payaient des fortunes pour vivre dans des espaces plus petits que des placards. L'appartement de Stephen était au 4e étage. Pas de portier cette fois, juste un système de sonnette. Peter a appuyé sur le bouton à côté du nom de son fils. L'interphone a grésillé. « Oui, nous cherchons de l'aide, » dit Peter. « Nourriture ou mauvais appartement. L'interphone est mort. » Peter a appuyé de nouveau. « J'ai dit mauvais appartement, s'il vous plaît. » Ruby a parlé dans l'interphone. « Nous sommes venus de si loin. Nous avons juste besoin, madame. Je ne sais pas comment vous êtes entrée dans l'immeuble. Mais je n'ouvre pas ma porte pour des étrangers. Il y a un refuge sur Pine Street. Allez-y. » Peter a appuyé sur le bouton une 3e fois. Silence. Ils se sont tenus dans le couloir pendant plusieurs minutes. 2 vieilles personnes qui sentaient les gares routières et ressemblaient à tout ce que le monde voulait oublier et qui existait. Puis Peter a pris la main de Ruby et ils sont redescendus les escaliers et sont sortis sous la brune de Seattle. 4 enfants, 4 chances, 4 portes fermées, une de plus restait. Si vous suivez cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà eu le cœur brisé par la famille? Restez avec moi. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le trajet en bus vers la ville de Daniel se sentait différent des autres. Peut-être était-ce parce que Peter savait que c'était le dernier arrêt. Peut-être était-ce parce qu'une petite partie terrifiée de lui avait peur que le schéma ne tienne. Que même Daniel, le calme, gentil Daniel, qui n'avait jamais rien demandé, les repousserait. Ou peut-être, Peter a pensé en regardant la campagne défiler devant la fenêtre. Il avait peur du contraire, peur de ce que cela signifierait si Daniel était le seul à les reconnaître, le seul à se soucier. Ruby s'était endormie contre son épaule, sa respiration rauque à cause du rhume qu'elle combattait. Peter a regardé le visage de sa femme. Les lignes que 43 ans de mariage y avaient gravées, les cheveux argentés qui avaient autrefois été noirs comme la nuit, les mains qui avaient plié 1 million de lessives et essuyé 1000 larmes. Ils avaient tout donné à leurs enfants. Tout sauf la seule chose qui aurait pu importer le plus, la vérité sur la facilité avec laquelle l'amour pouvait devenir obligation, la rapidité avec laquelle le devoir pouvait s'aigrir en distance. Mais ils étaient sur le point d'apprendre cette vérité maintenant, qu'ils le veuillent ou non. Le bus a roulé vers la ferme, vers la porte de Jenny, vers la réponse à la question que Peter n'était plus sûr de vouloir poser. Le bus les a déposés à un carrefour à 7 miles de la propriété de Daniel. Il n'y avait pas d'abri ici, pas de station de taxi, pas d'application de covoiturage qui desservait des routes aussi rurales. Juste un panneau fané indiquant la ville dans une direction et des terres agricoles dans l'autre, et un ciel qui ne pouvait décider s'il fallait pleuvoir ou simplement menacer. Peter a aidé Ruby à descendre les marches du bus,
sentant chacun de ses 71 ans dans ses genoux et sa colonne vertébrale. Sa femme se déplaçait lentement, sa toux pire qu'elle ne l'avait été à Seattle, son visage pâle sous la crasse de 5 jours de voyage. « Nous pouvons nous reposer ici », a offert Peter, hochant la tête vers un banc en bois sous un abribus qui avait connu de meilleures décennies. « Reprendre notre souffle avant de marcher. » Ruby a secoué la tête. « Si je m'assois maintenant, je ne suis pas sûr de me relever. Allons-y, finissons ça. » Ils ont marché. La route était non pavée sur les 3 dernières miles, creusée de boue séchée et bordée de champs qui avaient déjà été récoltés pour la saison. Les chaumes de maïs se tenaient en rangées nettes, dorées dans la lumière de fin d'après-midi. Quelque part au loin, un tracteur ronronnait, le son du travail honnête, le rythme d'une vie mesurée en saison plutôt qu'en rapport trimestriel. Peter a pensé à ses enfants pendant qu'ils marchaient, pas aux étrangers qui leur avaient fermé les portes au nez, mais aux effings qu'ils avaient été. Victoria, sérieuse même en tant que bambine, alignant ses poupées en rangée parfaite. Richard, qui avait voulu être pompier, jusqu'à ce qu'il découvre que les avocats gagnaient plus d'argent. Margaret, dansant dans le salon sur des disques qu'elle avait empruntés à la bibliothèque. Stephen, compétitif à propos de tout, pleurant quand il perdait au Monopoly jusqu'à ses 15 ans. Et Daniel, qui n'avait jamais tout à fait correspondu au moule que ses frères et sœurs avaient forgé, qui avait préféré les livres au sport, les conversations calmes aux événements de réseautage, les plaisirs simples aux réalisations ambitieuses. Daniel, qui avait abandonné son diplôme de commerce après 2 ans et avait annoncé qu'il allait trouver des choses pendant un moment. Daniel, qui avait rencontré Jenny à un marché de producteurs et avait appelé à la maison 3 semaines plus tard pour dire qu'il allait se marier. Peter et Ruby n'avaient pas bien pris cette nouvelle. Enfin, ils avaient essayé de le dissuader. Jenny était une personne sans importance, avaient-ils argumenté. Une femme sans diplôme universitaire, sans perspective de carrière, sans connexion familiale, qui pourrait aider Daniel à avancer. Elle cultivait des légumes et élevait des poulets et vivait dans une maison que sa grand-mère lui avait laissée, une maison sans climatisation et avec un poêle à bois. Elle portait des vêtements de seconde main et conduisait un camion plus vieux qu'elle, et ne semblait pas comprendre que Daniel était destiné à plus que cela. Ruby avait refusé d'assister au mariage. Peter y était allé, mais son discours avait été rigide, formel. Les mots d'un homme faisant son devoir plutôt que de célébrer le bonheur de son fils. Il était parti tôt, prétextant un mal de tête, et n'avait pas visité la ferme depuis. C'était il y a 8 ans. Maintenant, marchant sur ce chemin de terre et en ayant emprunté avec sa femme qui toussait à côté de lui, Peter se demandait s'il s'était trompé sur tout. La ferme est apparue alors qu'ils ont franchi une petite colline, une modeste structure de 2 étages avec un revêtement et une planche blanche et un porche enveloppant. La peinture s'écaillait par endroits et le toit avait été rapiécé plutôt que remplacé. Mais des jardinières pendaient sous chaque fenêtre et le jardin s'étendant derrière la maison était une émeute d'abondance organisée. Même si tard dans la saison, une balançoire en pneus pendait d'un vieux chêne dans la cour avant. Des jouets d'enfants étaient éparpillés sur l'herbe. Un tricycle, une balle, une petite charrette remplie de ce qui ressemblait à des pommes de pin. Le cœur de Peter s'est serré. Des petits-enfants. Daniel avait des petits-enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Ruby avait arrêté de marcher. Son visage était un masque d'émotion, de chagrin et de regret, et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, tout enchevêtré. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Il ne nous a jamais dit. Aurions-nous écouté ?» Ruby n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. Ils se sont approchés du portail avant, une simple chose en bois avec un loquet qui coinçait. Peter tâtonnait encore avec quand la porte d'entrée s'est ouverte et un enfant a émergé. Une fille peut-être de 4 ans avec des boucles brunes sauvages et les yeux de son père. Les yeux de Daniel. Elle portait une salopette avec une tache de terre sur un genou
et portait un lapin en peluche qui avait connu de meilleures années. Elle s'est arrêtée sur le porche et les a fixés avec la curiosité intrépide des très jeunes. « Êtes-vous perdu? » demanda-t-elle. Peter ne pouvait pas parler. C'était sa petite fille, son sang, et elle le regardait comme s'il était un étranger parce que c'est exactement ce qu'il était. « Nous cherchons les gens qui vivent ici. » Ruby a réussi à dire, sa voix épaisse. La fille a considéré cela. « Maman est à l'intérieur. Elle fait de la soupe. Elle a penché la tête. Tu as l'air fatiguée et un peu sale, Lily. » Une voix de femme a appelé de l'intérieur. « À qui parles-tu? » « Pas. » Et puis Jenny est apparue dans l'embrasure de la porte. Peter l'avait seulement rencontrée 2 fois au mariage et une fois brièvement lors d'une réunion de famille qui avait été assez tendue pour assurer qu'il n'y aurait plus d'invitation. Son souvenir d'elle était vague. Une femme calme, simplement vêtue, qui avait semblé intimidée par les réalisations de ses autres enfants et les questions pointues de sa femme sur ses projets pour l'avenir. La femme se tenant devant lui maintenant était différente. Toujours simplement vêtue, jean, une chemise en flanelle avec les manches retroussées, un tablier saupoudré de farine. Mais il n'y avait rien d'intimidé en elle. Son visage était buriné par le soleil et le vent, ses mains calleuses par le travail, sa posture celle de quelqu'un à l'aise dans sa propre peau. Elle a regardé Peter et Ruby debout à son portail. 2 étrangers en vêtements sales avec l'épuisement gravé sur leur visage, et son expression a immédiatement changé de curiosité à inquiétude. « Oh mon Dieu, dit Jenny, descendant déjà les marches du porche. Vous allez bien? Entrez, entrez, Lily. Va dire à papa que nous avons des invités. » Elle a déverrouillé le portail elle-même et a tendu la main vers le bras de Ruby, la soutenant avec une aisance habituelle. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? » demanda Jenny. « Quand avez-vous dormi correctement pour la dernière fois? Vous avez l'air d'avoir marché pendant des jours. » La résolution de Ruby a craqué. Des larmes ont coulé sur ses joues. Des larmes qu'elle avait retenues depuis Boston, depuis Chicago, depuis chaque porte fermée et chaque regard détourné. « Je suis désolé, murmura Ruby. « Nous ne voulons pas nous immiscer. Nous juste chut, dit Jenny doucement. « Vous ne vous immiscez pas. Vous êtes exactement où vous devez être. Entrez, j'ai de la soupe sur le feu et du pain au four, et il y a un feu chaud dans le salon. » Elle les a guidés sur les marches et à travers la porte d'entrée, sans jamais demander qui ils étaient ou d'où ils venaient, sans jamais hésiter. L'intérieur de la ferme était petit, mais immaculé. Des parquets usés recouverts de tapis tressés, des meubles qui étaient vieux mais bien entretenus, le genre de pièces qui avaient été transmises à travers les générations, des livres partout, empilés sur des étagères et des tables d'appoint et des rebords de fenêtres, des œuvres d'art d'enfants scotchées au réfrigérateur, un feu crépitant dans un foyer en pierre, ça sentait la soupe et le pain frais et la fumée de bois. Ça sentait la maison. La gorge de Peter s'est serrée. C'était ce que son fils avait choisi plutôt que des bureaux d'angle et des portefeuilles d'investissement. Cette chaleur, cette simplicité, cette vie. Jenny les a installés sur un canapé près du feu et a disparu dans la cuisine, revenant quelques instants plus tard avec 2 tasses fumantes. « Du thé au miel, expliqua-t-elle. Ça aidera avec cette toux. » Elle a regardé Ruby avec des yeux connaisseurs. « Vous devez voir un médecin. Cela semble s'être installé dans votre poitrine. » « Nous n'avons pas, » Peter a commencé. « Occupons-nous de ça plus tard, » Jenny a interrompu gentiment. « Pour l'instant, vous avez besoin de chaleur, de nourriture et de repos. Tout le reste peut attendre. » La petite fille, Lily, était revenue et se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, les regardant avec fascination. « Maman, pourquoi sont-ils si sales, Lily? Ce n'est pas poli, mais ils le sont. » Jenny s'est agenouillée à côté de sa fille. « Parfois, les gens ont des moments difficiles, chérie. Parfois, ils n'ont pas de maison où rentrer ou de baignoire pour se laver ou de vêtements propres à porter. Quand cela arrive, nous les aidons. Nous partageons ce que nous avons. Tu comprends? »
Lily a hoché la tête solennellement. Comme quand nous avons trouvé l'oiseau avec l'aile blessée et nous en avons pris soin jusqu'à ce qu'il puisse voler de nouveau. Exactement comme ça. Lily s'est approchée du canapé avec la détermination d'une enfant en mission. Elle a grimpé à côté de Ruby et lui a offert le lapin en peluche. « Tu peux tenir, Monsieur Bouton, » dit-elle. « Il me fait me sentir mieux quand je suis triste. » Ruby a accepté le lapin avec des mains tremblantes. « Merci, chérie. Comment t'appelles-tu? » Peter a répondu avant qu'il ne puisse s'arrêter. « Je suis Peter. C'est ma femme Ruby. Ce sont de jolis noms. Le nom de ma grand-mère est Ruby aussi, mais maman dit qu'elle vit loin et ne visite pas. » Les mots étaient innocents, mais ils ont atterri comme des coups. Peter a vu Ruby tressaillir, a vu ses bras se resserrer autour du lapin en peluche, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Jenny avait remarqué. Ses yeux ont vacillé entre sa fille et ses invités, et quelque chose d'illisible a traversé son visage. « Lily, pourquoi n'irais-tu pas aider papa à l'atelier? Dis-lui que le dîner sera bientôt prêt, mais je veux rester avec les visiteurs. Tu pourras les voir au dîner. Vas-y maintenant. » L'enfant a obéi à contre-cœur, jetant des regards curieux par-dessus son épaule en partant. Quand la porte s'est fermée derrière elle, Jenny s'est tournée vers Peter et Ruby. Pendant un long moment, elle les a simplement regardés. Son regard était stable, scrutateur, pas méfiant, mais pensif. Peter était certain qu'elle était sur le point de poser des questions auxquelles il n'était pas préparé à répondre. Au lieu de cela, elle a dit « La salle de bain est à l'étage, première porte à gauche. Il y a des serviettes propres dans l'armoire et du savon dans le plat. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je vais trouver des vêtements propres qui pourraient vous aller. » « Nous ne pouvons pas. » Ruby a commencé. « Vous pouvez, » dit Jenny fermement, « et vous le ferez. Quoi que vous ayez amené à ma porte, quoi que vous ayez traversé en ce moment, vous êtes mes invités. Et dans cette maison, nous prenons soin de nos invités. » Elle a aidé Ruby à monter les escaliers, tandis que Peter restait figé sur le canapé, essayant de comprendre ce qui se passait. 4 de ses enfants, réussis, riches, éduqués, l'avaient repoussé sans une seconde pensée. Cette femme, la belle-fille qu'ils avaient écartée et évitée pendant 8 ans, avait ouvert sa porte sans hésitation. Il a entendu de l'eau couler à l'étage, a entendu la voix de Jenny, douce et patiente, demandant si Ruby avait besoin d'aide, a entendu les sanglots silencieux de sa femme et les réponses apaisantes de Jenny. Peter a mis son visage dans ses mains. Qu'avait-il fait? Qu'était-il devenu pour avoir rayé cette femme gentille et généreuse, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à leur image du succès? Des pas dans les escaliers ont attiré son attention. Jenny est descendue seule, se dirigeant directement vers la cuisine où elle a commencé à verser de la soupe dans des bols. « Votre femme se repose dans le bain, » dit-elle sans lever les yeux. Elle était plus épuisée qu'elle ne voulait l'admettre. « La toux m'inquiète. Nous devrions la faire examiner par le médecin demain si elle ne s'est pas améliorée. »« Vous n'avez pas à faire cela, » dit Peter. « Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous devez rien. » Jenny a fait une pause, la louche à la main. Quand elle s'est tournée pour lui faire face, son expression était calme mais directe. « Monsieur Peter, » dit-elle, « je n'aide pas les gens parce que je les connais ou parce qu'ils l'ont mérité. J'aide les gens parce qu'ils en ont besoin. C'est comme ça que j'ai été élevé. C'est comme ça que j'élève mes enfants et c'est les seules façons que je connaisse de vivre. » Elle laisse retourner à sa tâche, coupant le pain avec des mouvements efficaces. « Ma grand-mère disait que chaque étranger est juste un ami que vous n'avez pas encore rencontré. Peut-être que cela semble naïf à certaines personnes. Peut-être est-ce insensé d'ouvrir votre porte à quiconque frappe, mais je préférerais être insensée et gentille que intelligente et cruelle. » Peter a pensé au billet de 20 $ de Victoria, aux gardes de sécurité de Richard, au reste de traiteur de Margaret, au refus de Stephen d'ouvrir même sa porte. « Votre grand-mère semble être une femme sage, » dit-il doucement. Elle l'était. Elle a aussi dit que vous pouvez en dire beaucoup sur une personne par la façon dont elle traite quelqu'un qui ne peut rien faire pour elle.
Jenny a posé un bol de soupe sur la table. Venez manger. Vous avez besoin de votre force. La soupe était simple. Des légumes du jardin, des herbes du rebord de fenêtre, un bouillon fait maison, mais c'était la meilleure chose que Peter ait goûté depuis des jours. Peut-être la meilleure chose qu'il ait goûté depuis des années. Chaque cuillerée le réchauffait de l'intérieur, dégelant quelque chose qui avait été gelé si longtemps qu'il avait oublié que c'était froid. La porte d'entrée s'est ouverte et Daniel est entré. Le souffle de Peter s'est coupé. Son fils avait changé en 8 ans, s'était étoffé, s'était épanoui, avait acquis l'air buriné d'un homme qui travaillait de ses mains, mais ses yeux étaient les mêmes, gentils, sincères. Inquiet en ce moment alors qu'il recevait l'étranger à sa table. « Jenny, dit Lily, nous avions des invités. Ce sont Peter et Ruby, dit Jenny doucement. Ils voyageaient et avaient besoin d'un endroit pour se reposer. Ils resteront avec nous un peu. » Daniel a regardé Peter, et regardé durement. La façon dont vous regardez quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait situer. Le cœur de Peter a martelé. C'était ça. Daniel les reconnaîtrait, verrait à travers le déguisement, saurait. « Ravi de vous rencontrer, dit Daniel tendant sa main. Je suis Daniel. Bienvenue chez nous. » Il ne savait pas. Son propre fils ne l'a pas reconnu. Peter a serré la main de Daniel, sentant les callosités, la force, la chaleur d'une prise ferme mais non compétitive. Ne cherchant pas à prouver quoi que ce soit, juste honnête. « Merci, Peter a réussi à dire, pour votre hospitalité. Jenny, l'hospitalière. Je vis juste ici. » Daniel a souri un sourire authentique. Rien à voir avec les masques professionnels que portaient ses frères et sœurs. « C'est la soupe aux légumes de maman. J'en rêve depuis le matin. Asseyez-vous et mangez, dit Jenny. Vous avez travaillé depuis l'aube. » La famille s'est rassemblée autour de la table. Daniel, Jenny, Lily, et un garçon d'environ 2 ans qui avait fait de la sieste et frottait maintenant ses yeux dans une chaise haute. Les enfants ont bavardé sur leur journée, tandis que Daniel écoutait avec patience, et Jenny se déplaçait d'entre eux tous, remplissant les assiettes, essuyant les visages, maintenant l'ordre avec une grâce sans effort. Ruby les a rejoints à mi-chemin du repas, portant des vêtements empruntés qui pendaient amples sur sa silhouette, ses cheveux humides du bain, mais son visage propre pour la première fois depuis des jours. Elle se déplaçait lentement, prudemment, mais il y avait de la couleur dans ses joues qui n'y avait pas été auparavant. Jenny s'est immédiatement levée pour l'aider à la table. Daniel a tiré une chaise. Lily a commencé à décrire en détail l'insecte qu'elle avait trouvé dans le jardin ce matin-là. « Asseyez-vous ici, mademoiselle Ruby, » a instruit Lily, « à côté de moi. Je partagerai mon pain avec vous parce que vous avez l'air d'en avoir besoin en plus. »« Merci, chérie. » La voix de Ruby était épaisse d'émotion. « C'est très gentil. Maman dit que la gentillesse est gratuite, mais qu'elle vaut plus que l'or. Votre maman est très intelligente. » Jenny et Daniel ont échangé des regards. La communication sans parole d'un couple qui avait appris à lire les silences de l'autre. Les yeux de Daniel se sont attardés sur Ruby, puis se sont déplacés vers Peter. Et pendant un moment, Peter a cru voir un scintillement de quelque chose. Reconnaissance, suspicion, mais Daniel n'a rien dit. Il a simplement passé le panier à pain et a demandé s'il voulait plus de soupe. Après le dîner, Jenny les a conduits à une petite chambre d'amis à l'arrière de la maison. Elle était simplement meublée. Un lit double avec une courte pointe qui semblait faite à la main, une commode avec un miroir, une fenêtre donnant sur le jardin, mais elle était propre et chaude et privée. « La salle de bain est juste au bout du couloir, » dit Jenny. « Il y a des couvertures supplémentaires dans le placard si vous avez froid. Le petit déjeuner est à 7 heures. Mais ne vous sentez pas obligé de nous rejoindre. Dormez aussi longtemps que vous en avez besoin. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Ruby, la question s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Vous ne savez rien de nous. Nous pourrions être n'importe qui. Nous pourrions être dangereux. » Jenny a souri avec respect.
Madame, vous êtes à peu près aussi dangereuse que les chats de grange. Et je fais cela parce que c'est de la bonne chose à faire. Ah, madame, bachar ma foi. Parce que ma grand-mère a accueilli des étrangers quand elle était vivante, et ma mère a fait de même. Et je crois que la gentillesse est le loyer que nous payons pour notre place sur cette terre. Elle a fait une pause à la porte. Aussi, ajouta-t-elle doucement, parce que je sais ce que c'est d'être jugé indigne, d'avoir des gens qui vous regardent et décident avant de savoir quoi que ce soit sur vous que vous n'êtes pas assez bon. Je ne souhaiterais ce sentiment à personne. Donc, dans cette maison, tout le monde est digne, tout le monde est bienvenu, aucune exception. Elle a fermé la porte doucement derrière elle. Peter et Ruby se sont tenus au centre de la petite pièce, entourés de preuves d'une vie qu'ils avaient rejetée et d'une gentillesse qu'ils n'avaient pas méritée. Elle sait, murmura Ruby. Elle doit savoir. Non, Peter a secoué la tête. Elle ne sait pas. Elle est juste comme ça. C'est qui elle est. Ruby s'est effondrée sur le lit, son visage se froissant. Nous nous sommes tellement trompés sur elle, Peter. Tellement, terriblement, impardonnablement trompés. Nous l'avons regardée et avons vu tout ce qu'elle n'avait pas, le diplôme, la carrière, les connexions. Nous n'avons jamais vu qui elle était réellement. Peter s'est assis à côté de sa femme et lui a pris la main. Nous nous sommes trompés sur beaucoup de choses, dit-il. Sur elle, sur Daniel, sur ceux qui comptent, nos autres enfants. Ruby n'a pas pu finir la phrase. Je sais. Ils ne nous ont même pas regardés. Leurs propres parents. Et ils n'ont pas pu se donner la peine de regarder. Je sais, mais Jenny, une femme que nous avons ignorée et rejetée pendant 8 ans. Elle a regardé. Elle a vu. Elle a ouvert sa porte. Peter a pensé au test qu'ils avaient conçu, l'expérience destinée à révéler les vrais caractères de ses enfants. Il s'était attendu à apprendre quelque chose de douloureux. Il ne s'était pas attendu à apprendre quelque chose sur lui-même. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Ruby. Peter n'avait pas de réponse. Il a juste tenu la main de sa femme et a écouté les sons de la ferme s'installant autour d'eux. Le craquement du vieux bois, le murmure lointain de Daniel et Jenny couchant les enfants, le vent bruissant à travers les arbres à l'extérieur de leurs fenêtres. Ils étaient venus chercher la vérité. Ils l'avaient trouvée, mais la vérité était plus compliquée qu'ils ne l'avaient imaginée. Et le chemin à suivre n'était pas clair. Pour l'instant, ils étaient au chaud. Ils étaient nourris. Ils étaient en sécurité. Et pour la première fois en plus longtemps que Peter ne pouvait se souvenir, ils étaient exactement là où ils étaient censés être. Les jours à la ferme se sont repliés les uns dans les autres, comme des pages dans un livre bien-aimé. Peter se réveillait chaque matin à des sons qu'il n'avait pas entendus depuis des décennies. Un coq annonçant l'aube, des rires d'enfants montant de la cuisine, le grincement rythmique de quelqu'un actionnant une pompe à bras au puits. C'étaient les sons d'une vie vécue proche de la terre. Une vie mesurée en saison et levée de soleil plutôt qu'en cours boursier et rapports trimestriels. Leur troisième matin, Peter est descendu pour trouver Jenny déjà au fourneau, les enfants mangeant du porridge à table, et Ruby, sa Ruby, qui n'avait pas cuisiné un repas dans leur propre cuisine depuis 5 ans, se tenant à côté de Jenny, apprenant à faire des biscuits à partir de zéro. « Vous devez travailler la pâte doucement », expliquait Jenny, ses mains saupoudrées de farine, démontrant la technique. Trop de manipulation et ils sortiront durs. Ma grand-mère disait, « Les biscuits sont comme les relations. Ils ont besoin d'une touche légère et de beaucoup de chaleur. » Ruby a ri. En fait, a ri. Peter ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait entendu ce son. « Votre grand-mère avait un dicton pour tout, n'est-ce pas? » demanda Ruby. Elle l'avait. Rendait ma mère folle parfois. Mais elle avait généralement raison. Jenny a levé les yeux et a vu Peter dans l'embrasure de la porte. « Bonjour, Monsieur Peter. Le café est sur le comptoir. Daniel est déjà dehors à vérifier les clôtures, mais il sera de retour pour le petit déjeuner. » Peter s'est versé une tasse et s'est installé sur une chaise à table. Lily a immédiatement rapproché sa chaise de lui. « Monsieur Peter,
Connaissez-vous des histoires? Demanda-t-elle. Papa raconte les meilleures histoires. Mais il travaille. Peut-être en connaissez-vous aussi. La gorge de Peter s'est serrée. Il avait raconté des histoires autrefois. Des histoires pour le coucher, principalement à 5 enfants qui s'étaient rassemblés autour de lui comme s'il était la personne la plus importante du monde. Quand avait-il arrêté? Quand les histoires avaient-elles cédé la place à des conférences sur les notes et les carrières, et sur le fait de faire quelque chose de soi? Je pourrais en connaître quelques-unes, dit-il prudemment. Racontez-moi une histoire sur une princesse. Lily, laissez M. Peter manger son petit déjeuner d'abord, dit Jenny, glissant une assiette d'œufs devant lui. C'est bon. Peter s'est retrouvé à sourire. Je pense que je peux gérer une histoire et le petit déjeuner en même temps. Il a raconté à Lily l'histoire d'une princesse qui vivait dans une haute tour, non pas parce qu'elle était piégée, mais parce qu'elle aimait regarder les étoiles. La princesse avait tout ce qu'elle pouvait désirer, de l'or et des bijoux et de belles robes. Mais elle était seule parce que tous ceux qui venaient voulaient seulement des choses d'elle. Puis un jour, un simple fermier est venu à la tour, non pas pour demander quoi que ce soit, mais pour partager son déjeuner parce qu'il pensait qu'elle avait l'air affamée. La princesse a-t-elle épousé le fermier? Demanda Lily, les yeux grands ouverts. Elle l'a fait, et ils ont vécu dans un petit cottage avec un jardin et des poulets. Et la princesse a découvert qu'elle n'avait jamais vraiment été riche avant d'apprendre à être heureuse. Lily a considéré cela. C'est une bonne histoire, mais je pense qu'elle a besoin d'un dragon. Chaque histoire a besoin d'un dragon, Peter a acquiescé. Peut-être la prochaine fois. Ruby a croisé son regard à travers la cuisine, ses expressions douces avec quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement. Ils avaient vécu dans la même maison pendant 4 décennies. Mais Peter avait l'impression de voir sa femme clairement pour la première fois depuis des années, de voir la femme qu'elle avait été avant que le succès et le statut ne se soient calcifiés autour d'eux comme une armure. Après le petit déjeuner, Jenny a mis Peter au travail. Nous n'avons pas souvent d'invités ici, a-t-elle expliqué, lui tendant un panier et une paire de sécateurs de jardin. Mais quand nous en avons, tout le monde contribue ce qu'il peut. Pensez-vous pouvoir gérer la récolte de quelques tomates? Peter a regardé ses mains. Des mains douces, des mains qui n'avaient pas fait de travail physique depuis des années. Je peux essayer. Le jardin était le royaume de Jenny. Des rangées de légumes s'étendaient dans ligne nette. Chaque plante étiquetée avec des marqueurs peints à la main. Des tomates mûrissaient sur des vignes robustes. Des courges s'étalaient sur le sol comme des chats paresseux. Des herbes bordaient chaque chemin, leur senteur se mêlant dans l'air du matin. Peter travaillait lentement, soigneusement, apprenant à distinguer le mur du presque mur, le endommagé du récupérable. Le soleil réchauffait son dos, le sol sentait vivant, et quelque part en chemin, son esprit s'est calmé d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis des années. Daniel l'a trouvé là 1 heure plus tard. Jenny vous fait travailler. Je vois. Daniel s'est appuyé contre la clôture, son visage ombragé par une casquette de baseball abîmée. Elle fait ça, dit les mains oisives font les esprits oisifs. C'est du bon travail, dit Peter. Honnête. Daniel a hoché la tête, ses yeux balayant le jardin avec le regard exercé de quelqu'un qui savait exactement ce qui devait être fait et quand. C'est ce que j'aime à ce sujet. Pas de politique, pas de jeu. Vous plantez quelque chose, vous en prenez soin, ça pousse. Il y a une pureté à cela. Peter a posé son panier. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi cette vie? Vous auriez pu faire n'importe quoi, être n'importe quoi. Pourquoi choisir? Il a fait un geste vers les champs, la modeste maison, les poulets grattant dans leur poulailler. Daniel est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était pensive, tranquille. Quand j'étais à l'université, étudiant le commerce comme mon père le voulait, j'avais ces rêves, des cauchemars, vraiment. J'étais dans un bâtiment fait de verre, et tout le monde autour de moi criait des chiffres, et j'essayais de trouver une porte, mais il n'y en avait pas. Juste des murs de verre qui montaient de l'infini.
Il a arraché une mauvaise herbe à côté du poteau de clôture, l'a examiné, l'a jeté de côté. Puis je suis venu ici un été pour aider un ami à réparer la grange de sa grand-mère. Et la première nuit, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pas de rêve, juste la paix. Il a souri. J'ai rencontré Jenny au marché de producteurs la même semaine. Elle vendait des tomates. J'en ai acheté 12 juste pour continuer à lui parler. 12 livres de tomates. J'ai fait beaucoup de sauce cet été-là. Le sourire de Daniel s'est estompé en quelque chose de plus sérieux. Ma famille ne comprend pas. Ils pensent que j'ai échoué parce que je n'ai pas suivi le chemin qu'ils ont tracé. Mais je n'ai pas échoué, Monsieur Peter. J'ai juste choisi différemment. J'ai choisi ce jardin, cette maison, cette femme qui voit le monde comme moi. J'ai choisi de mesurer ma vie en moments avec mes enfants au lieu de réunions avec des clients. Peter a pensé à ses propres enfants, les bureaux d'angle, les vêtements de créateurs, les vacances dans des endroits qu'il pouvait à peine prononcer, les anniversaires manqués et les appels téléphoniques précipités et les vacances qui ressemblaient à des obligations plutôt qu'à des célébrations. « Le regrettez-vous » demanda-t-il. « Pas une seconde. Est-ce que je souhaite que mes parents aient compris? Bien sûr, est-ce que je souhaite qu'ils visitent, apprennent à connaître Jenny et les enfants, voient que cette vie n'est pas moindre juste parce qu'elle est plus simple. » La mâchoire de Daniel s'est serrée presque imperceptiblement. « Oui, je le souhaite, mais je ne peux pas leur faire voir ce qu'ils ont décidé de ne pas regarder. » Les mots ont atterri comme des pierres dans la poitrine de Peter. « Et s'il changeait d'avis? » demanda Peter prudemment. « Et s'il réalisait qu'il s'était trompé? » Daniel a haussé les épaules. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé 8 ans à attendre un appel téléphonique qui ne vient jamais. À un moment donné, il faut arrêter d'attendre et juste vivre sa vie. » Il a tapé Peter sur l'épaule. Un geste si décontracté, si familier, que cela a failli briser le sang-froid de Peter. « De toute façon, merci d'avoir aidé dans le jardin. Jenny sera contente de ses tomates. » Daniel est retourné vers l'atelier, laissant Peter seul avec sa culpabilité et son chagrin et le poids insupportable de tout ce qu'il n'avait pas réussi à voir. La toux de Ruby a empiré le 4e jour. Ce qui avait commencé comme un ennui rauque à Seattle s'était approfondi dans quelque chose qui cliquetait dans sa poitrine et la laissait essouffler après avoir monté les escaliers. Jenny a remarqué immédiatement la façon dont Jenny semblait tout remarquer. « J'appelle le Dr. Harmon », a-t-elle annoncé, son ton ne souffrant aucune discussion. « Il fait des visites à domicile pour les gens qui ne peuvent pas se rendre en ville. Ne vous inquiétez pas du coup. Il accepte les paiements en légumes et les réparations de Daniel. Nous ne pouvons pas vous demander de... » Ruby a commencé. « Vous n'avez pas demandé. J'insiste. » Jenny tendait déjà la main vers le téléphone. « Ma grand-mère est morte d'une pneumonie parce qu'elle était trop fière pour laisser qui que ce soit l'aider. J'ai juré que je ne laisserai jamais cela arriver à quiconque sous mon toit. » Le Dr. Harmon est arrivé cet après-midi-là. Un homme buriné d'une 60aine d'années, avec un sac noir qui semblait avoir survécu à plusieurs décennies de visites à domicile. Il a écouté la poitrine de Ruby, a vérifié sa température et a posé des questions avec la déficience habituelle de quelqu'un qui avait tout vu. « Pneumonie ambulatoire », a-t-il diagnostiqué. « Pas encore sévère, mais elle le sera si elle ne se repose pas. Je prescris des antibiotiques et au moins 1 semaine de repos au lit. » Pas d'argument. « 1 semaine? » Ruby a semblé frappé. « Nous ne pouvons pas nous imposer à ces gens pendant 1 semaine. » Jenny a croisé les bras. « Ce n'est pas une imposition, c'est de l'hospitalité. Il y a une différence. » Le Dr. Harmon a tapoté la main de Ruby. « Madame Ruby, je connais Jenny depuis qu'elle est haute comme 3 pommes. Quand cette femme décide de prendre soin de quelqu'un, vous feriez aussi bien de vous installer et de la laisser faire. La combattre vous épuise juste. » Alors, Ruby s'est installée, et Peter a regardé sa femme recevoir le genre de soins qu'il n'avait jamais permis à quiconque de leur donner. Jenny a apporté de la soupe et du thé à intervalles réguliers.
Elle s'est assise près du lit de Ruby et a lu à voix haute des romans qu'elle y avait pris des étagères du salon. Elle a appris à Lily à être silencieuse les après-midi pour que Mademoiselle Ruby puisse dormir. Elle a changé les draps, ouvert les fenêtres pour l'air frais et appliqué des cataplasmes de moutarde sur la poitrine de Ruby avec la confiance de quelqu'un qui avait appris la médecine de générations de femmes avant elle. « Où avez-vous appris tout cela ?» demanda Ruby un soir, sa voix encore enrouée, mais plus forte qu'elle ne l'avait été. Jenny ajustait les oreillers, ses mouvements doux mais efficaces. Ma grand-mère principalement, et ma mère avant qu'elle ne décède. Nous ne pouvions pas toujours nous permettre des médecins quand j'étais enfant, alors nous avons appris à faire ce que nous pouvions avec ce que nous avions. Elle a lissé la courte pointe. Écorce de sol pour les fièvres, miel et gingembre pour les toux, soupe pour tout le reste. Vous auriez fait une bonne infirmière. J'y ai pensé une fois. Aller à l'école, obtenir un diplôme. Jenny s'est assise sur la chaise à côté du lit. Mais ensuite, ma grand-mère est tombée malade et quelqu'un a dû s'occuper de la ferme et la vie est arrivée. Je suppose que je ne le regrette pas. Cette vie, cet endroit, c'est là où je suis censé être. Ruby est restée silencieuse un instant. Nous en voulez-vous parfois? La famille de Daniel, je veux dire, de ne pas vous avoir accepté. L'expression de Jenny a vacillé, une brève ombre traversant son visage avant que le calme ne revienne. Avant, quand nous nous sommes mariés pour la première fois et que sa mère a refusé de venir au mariage, j'ai pleuré pendant 3 jours. Je ne pouvais pas comprendre comment une mère pouvait faire ça à son propre fils. Comment une famille pouvait rejeter quelqu'un qu'elle n'avait même jamais essayé de connaître. Et maintenant, je suis désolé pour eux. La voix de Jenny était douce mais ferme. Il manque tant de choses. Lily demande parfois après ses grands-parents pourquoi ils ne visitent jamais. Pourquoi ils n'appellent pas pour son anniversaire. Je ne sais pas quoi lui dire. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que certaines personnes valorisent le statut plus que l'amour? Ruby a fermé les yeux, mais pas avant que Peter ne voie les larmes s'accumuler. « Je devrais vous laisser vous reposer, » dit Jenny, se levant de la chaise. « La soupe est sur la table de chevet. Essayez de manger un peu plus si vous le pouvez. » Elle était presque à la porte quand Ruby a parlé. « Jenny, oui, merci pour tout, pour être exactement qui vous êtes. » Jenny a souri. « C'est la chose la plus facile au monde, Madame Ruby. Être qui vous êtes. Le plus dur, c'est quand les autres ne vous laissent pas faire. » Elle a fermé la porte doucement derrière elle. Peter, qui avait été debout dans le couloir à écouter, a pressé son dos contre le mur et a essayé de se souvenir comment respirer. Le 6e jour, Peter a pris une décision. Ruby s'améliorait finalement, mangeant des repas complets, faisant de courtes promenades autour de la maison, riant avec Lily sur des livres d'images. Les antibiotiques fonctionnaient et la couleur était revenue sur ses joues. Mais ils ne pouvaient pas rester éternellement cachés derrière de faux noms et des vêtements empruntés, acceptant une gentillesse qu'ils n'étaient pas sûrs de mériter. « Nous devons leur dire, » dit Peter cette nuit-là, après que Jenny et Daniel soient allés se coucher. Ruby a hoché la tête lentement. « Je sais. Je le sais depuis des jours. J'ai peur de quoi? Qu'ils nous haïssent. Que Jenny réalise qu'elle a pris soin des gens qui l'ont rejetée et cela ruinera tout. Que nous perdrons cela. » Elle a fait un geste vers la petite pièce, le lit chaud, les sons d'une maison paisible s'installant autour d'eux. « Nous perdrons tout ce que c'est. » Peter lui a pris la main. « Nous pourrions, mais nous ne pouvons pas continuer à leur mentir. Ils méritent mieux que cela. Jenny mérite mieux. » Et Daniel, Peter a pensé à son fils. La force tranquille, les mains calleuses, la facilité avec laquelle il évoluait dans une vie construite sur un but plutôt que sur la performance. Daniel mérite de savoir que son père le voit enfin. Le voit vraiment, même s'il est trop tard. Ils ont convenu de leur dire le lendemain matin au petit déjeuner quand toute la famille serait réunie. Mais le destin avait d'autres plans. La tempête est arrivée vers minuit. Le genre de temps soudain et violent qui transforme le monde en quelques minutes.
La foudre a ouvert le ciel, et la pluie est tombée comme un jugement, inondant les champs et transformant le chemin de terre en boue. Peter s'est réveillé au cri. La grange, les nouveaux agneaux sont dans la grange. Il était hors du lit et en bas des escaliers avant de comprendre pleinement ce qui se passait. Daniel enfilait ses bottes près de la porte, son visage sombre. Jenny était déjà dehors. Son manteau trempé, courant vers la grange où une lumière orange vacillait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la foudre. Feu. La grange était en feu. Peter a couru après eux, ses vieilles jambes protestant, son cœur battant avec terreur et adrénaline. La grange était entièrement engloutie d'un côté, des flammes léchant les murs en bois malgré la pluie. À l'intérieur, les animaux criaient, moutons, poulets, la vieille jument que Lily aimait nourrir de carottes. Daniel était déjà à l'intérieur, émergeant quelques secondes plus tard avec un agneau sous chaque bras, son visage noirci de fumée. Il y en a plus. Les stalles arrière. Jenny a attrapé les agneaux et les a déposés en sécurité dans la cour, puis s'est tournée vers l'enfer. Le stockage de nourriture, si cela prend feu, Peter n'a pas pensé. Il a juste bougé. Plus tard, il ne se souviendrait pas clairement des détails. La chaleur brûlant ses poumons, la fumée piquant ses yeux, le son des poutres gémissant au-dessus. Il s'est souvenu avoir trouvé la stalle de la jument, s'est souvenu d'avoir tâtonné avec un loquet qui ne voulait pas coopérer, s'est souvenu des yeux sauvages des animaux et de sa propre voix, calme en quelque sorte, la faisant passer la porte et sous la pluie. Il s'est souvenu du cri de Daniel, le toit, sortez, et puis le monde s'est effondré autour de lui. Peter s'est réveillé dans un lit d'hôpital, sa tête cognant, et son bras gauche immobilisé dans un plâtre. Ruby était à côté de lui, son visage strié de larmes. Daniel se tenait au pied du lit. Jenny était assise sur une chaise près de la fenêtre. Lily endormie sur ses genoux. « La grange ?» demanda Peter, sa voix un râle. « Parti. » La voix de Daniel était serrée. « Mais nous avons sorti tous les animaux. Grâce à vous, Peter a cligné des yeux. Je n'ai pas. Vous avez sauvé la jument. Vous êtes retourné la chercher quand le toit était déjà en train de s'effondrer. Si vous ne l'aviez pas sorti quand vous l'avez fait, Daniel a secoué la tête. Vous auriez pu être tué. Vous l'avez presque été. La main de Ruby a trouvé la sienne non blessée et l'a serrée fort. Une poutre est tombée. Daniel vous a tiré dehors. Peter a regardé son fils, a vraiment regardé, voyant les brûlures sur ses mains, les cheveux roussis, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage. Cet homme avait couru dans un bâtiment en feu pour sauver son père. Un père qui ne l'avait même pas revendiqué. Daniel. Le nom est sorti brisé. Daniel, j'ai besoin de te dire quelque chose. Ça peut attendre. Vous avez besoin de vous reposer. Ça ne peut pas attendre. Ça a déjà attendu trop longtemps. Peter a lutté pour s'asseoir, ignorant la douleur qui traversait son corps. Ruby l'a aidé, ses mains tremblantes mais fermes. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur qui nous sommes. L'expression de Daniel a changé. Confusion, inquiétude. Le premier scintillement de quelque chose qui aurait pu être de la suspicion. Peter, Jenny a commencé. Ce n'est pas mon vrai nom. Peter a rencontré les yeux de son fils, voulant qu'il comprenne. Mon nom est Peter Grayson et c'est ma femme Ruby, votre mère. Le silence qui a suivi était absolu. Même la machinerie hospitalière semblait retenir son souffle. Le visage de Daniel a traversé une cascade d'émotions. Incrédulité, choc, colère et quelque chose qui ressemblait de manière déchirante à de l'espoir avant de se fixer dans un masque de vide prudent. Quoi? Sa voix était à peine un murmure. Nous sommes venus tester nos enfants. La voix de Ruby s'est brisée sur les mots. Nous nous sommes déguisés en étrangers sans abri pour voir qui nous aiderait, pour voir qui se souvenait de ce que nous leur avions enseigné sur la gentillesse. Victoria nous a repoussés. Peter s'est forcé à continuer, bien que chaque mot ait semblé une confession arrachée de sa poitrine. Richard, Margaret, Stephen, 4 de vos frères et sœurs, et aucun d'eux ne nous a reconnus.
Aucun d'eux n'a même essayé. Mais vous l'avez fait. Ruby pleurait maintenant, ne faisant aucun effort pour le cacher. Vous et Jenny, vous avez ouvert votre porte. Vous nous avez nourris. Vous nous avez donné des vêtements propres. Vous avez pris soin de votre mère quand elle a développé une pneumonie en dormant dans les gares routières. Vous avez traité 2 étrangers avec plus d'amour que nos propres enfants. Elle n'a pas pu continuer. Daniel n'avait pas bougé. Son immobilité était terrifiante. Vous nous avez menti. Sa voix était plate, dangereuse. Vous êtes entrés chez nous. Vous avez mangé à notre table. Vous avez laissé Jenny prendre soin de vous pendant 1 semaine. Et tout le temps, nous nous sommes trompés. La voix de Peter s'est brisée. Nous nous sommes trompés sur tout. Sur vous, sur Jenny, sur ce qui compte dans cette vie. Nous avons passé 8 ans à vous punir de ne pas suivre le chemin que nous avons tracé. Et nous avons tout manqué. Nous avons manqué votre mariage. Nous avons manqué la naissance de vos enfants. Nous avons manqué qui vous êtes réellement. Et vous pensiez que cela? Daniel a fait un geste vers la chambre d'hôpital, les bandages, toute la situation impossible réparerait cela. Nous pensions que nous pourrions apprendre la vérité sur notre famille. Ruby a tendu la main vers Daniel, puis s'est arrêtée, sa main retombant à son côté. Nous l'avons fait. La vérité est que nous avons élevé 4 enfants qui se soucient plus des apparences que des gens. Et nous avons élevé un enfant qui a compris ce que nous n'avons jamais réussi à nous enseigner. Daniel s'est détourné, ses épaules rigides. Jenny, qui avait écouté en silence, a finalement bougé. Elle a posé Lily doucement sur la chaise, la fille toujours miraculeusement endormie, et a marché pour se tenir à côté de son mari. Elle n'a pas parlé, elle a juste posé sa main sur son bras et a attendu. Des minutes ont passé. Peter a regardé le dos de son fils, se souvenant de toutes les fois où il s'était détourné de Daniel, avait rejeté ses choix, il avait refusé de voir l'homme qu'il était devenu. Combien de fois Daniel s'était-il tenu comme ça, les épaules préparées contre le jugement, attendant un coup qui arrivait toujours. Quand Daniel s'est finalement retourné, ses yeux étaient humides. « Vous avez manqué son premier mot », dit-il doucement. Celui de Lily, c'était « Maman ». Elle l'a dit juste là dans la cuisine, et je vous ai appelé cette nuit-là. J'ai appelé pour le partager avec vous, et vous avez dit sa voix a tremblé. Vous avez dit que vous étiez occupé, que vous rappelleriez. Vous ne l'avez jamais fait. Ruby a fait un son comme quelque chose qui se brise. Vous avez manqué la naissance de Noah, votre petit-fils. Je me suis assis dans cette salle d'attente pendant 12 heures et je voulais Daniel s'est arrêté et avalé difficilement. Je voulais mes parents. Je voulais que quelqu'un me dise que tout irait bien. Mais vous n'étiez pas là. Vous n'avez jamais été là. Nous aurions dû l'être. La voix de Peter était à peine audible. Nous aurions dû être là pour tout cela. Oui, vous auriez dû. Un autre silence. Puis Jenny a parlé, sa voix douce mais ferme. Daniel, regardez-les. Daniel a secoué la tête, non pas en refus, mais en accablement. Regardez votre mère. Elle a une pneumonie parce qu'elle a passé 1 semaine dans des bus à essayer d'atteindre vos frères et sœurs. Regardez votre père. Il a un bras cassé parce qu'il a couru dans une grange en feu pour sauver nos animaux. Jenny a serré le bras de son mari. Ils ont fait des erreurs terribles, mais ils sont ici maintenant. Et ils ont failli mourir en essayant de retrouver leur chemin vers vous. Cela n'efface pas 8 ans. Non, cela ne l'efface pas. Jenny s'est déplacée pour se tenir entre Daniel et ses parents. Un pont à travers une distance impossible. Mais c'est un début, et j'ai appris que parfois un début est tout ce que nous obtenons. Nous pouvons le gaspiller ou nous pouvons construire dessus. Elle a regardé Peter, puis Ruby, un long regard mesuré qui semblait voir directement à travers leurs âmes. « Je savais, dit-elle simplement. Le cœur de Peter s'est arrêté. « Quoi? Je savais qui vous étiez. Pas tout de suite. La première nuit, je ne vous ai vraiment pas reconnu, mais au 2e jour, j'avais compris.
La façon dont Ruby regardait Lily. La façon dont Peter a raconté cette histoire sur la princesse. De petites choses qui ne s'additionnaient pas jusqu'à ce qu'elle le fasse. « Pourquoi n'avez-vous rien dit? » murmura Ruby. Le sourire de Jenny était triste et gentil à la fois. « Parce que je voulais que vous voyiez. Je voulais que vous passiez du temps chez nous avec nos enfants vivant notre vie. Je voulais que vous compreniez que ce que nous avons ici n'est pas moins que ce que vos autres enfants ont. C'est plus. C'est tout ce qui compte. » Elle a pris une inspiration. Et je voulais vous donner la chance de dire la vérité vous-même, de choisir l'honnêteté quand vous auriez pu continuer à vous cacher. Cela compte aussi. La pièce est redevenue silencieuse, mais c'était un silence différent maintenant. Pas le silence du choc ou de la colère, mais le silence des choses qui se déplacent, se réarrangent, trouvent de nouvelles positions après un tremblement de terre. Daniel a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Il a regardé Jenny, quelque chose de tacite passant entre eux. Puis il a regardé ses parents, et vraiment regardé de la façon dont Peter l'avait regardé dans le jardin. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit Daniel finalement. « Je ne sais pas comment passer de 8 ans de silence à tout ce que cela est censé être. » « Nous non plus, » Peter a admis. « Mais nous aimerions essayer si vous nous laissez faire. » Daniel est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était rauque mais réelle. Il y a beaucoup à traverser, beaucoup de blessures qui ne disparaissent pas juste, nous savons. Je ne vais pas prétendre que tout va bien. Je ne vais pas agir comme si c'était un conte de fées où la fin compense l'histoire. Nous ne vous demanderions pas de... Daniel a regardé Jenny de nouveau. Elle a donné un signe de tête presque imperceptible. Mais Daniel a dit lentement, « La grange a besoin d'être reconstruite. Je pourrais utiliser une paire de mains supplémentaires quand ce bras guérira. » Il a fait une pause. « Si vous êtes prêt à rester assez longtemps pour les utiliser... » Peter a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été scellé pendant des années. « J'aimerais ça. » Et Lily, Jenny a ajouté doucement, a demandé pourquoi M. Peter et Mlle Ruby ont les mêmes noms que ses grands-parents. Un fantôme de sourire a traversé son visage. Je pense qu'il est peut-être temps d'expliquer. Ruby a ri à travers ses larmes. Elle va avoir tellement de questions. Elle en a toujours. La voix de Daniel était encore réservée. Mais sous la prudence, Peter a entendu quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des années. L'espoir fragile et hésitant, mais réel. « Le docteur dit que je peux partir demain, » dit Peter. « Si vous avez de la place pour nous un peu plus longtemps... » Daniel a hoché la tête lentement. « La chambre d'amis est à vous, mais plus de mensonges, plus de jeux. Si vous allez faire partie de cette famille, vous allez faire partie de tout cela. Le travail acharné, les matins tôt, les poulets qui ont besoin d'être nourris à l'aube. Je pense, dit Peter, j'aimerais beaucoup cela. 3 semaines après l'incendie, la grange était un squelette de nouveau bois s'élevant contre le ciel d'automne. Peter a travaillé aux côtés de Daniel tous les jours, son bras en guérison toujours dans une attelle, mais sa bonne main apprenant le rythme du travail honnête. Ils ont peu parlé au début. Le silence entre eux rempli de sueur et du son des marteaux. Mais graduellement, des mots ont commencé à remplir les lacunes. De petites choses, des histoires de l'enfance de Daniel que Peter avait oubliées, des observations sur le temps, les animaux, la façon dont Lily avait commencé à les appeler Papi Peter et Mamie Ruby, comme si elle l'avait fait toute sa vie. Ruby avait entièrement récupéré et elle était devenue l'ombre de Jenny dans la cuisine et le jardin. Les 2 femmes se déplaçaient l'une autour de l'autre avec une aisance qui semblait impossible étant donné leur histoire. Mais Ruby avait découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Elle aimait vraiment sa belle-fille plus qu'aimer. Elle l'admirait. La force tranquille de Jenny, sa gentillesse inébranlable, sa capacité à trouver la joie dans les choses simples. Ce n'était pas des faiblesses, comme Ruby l'avait cru autrefois. Elles étaient le genre de richesse le plus rare.
J'ai gâché tant d'années, dit Ruby un soir, aidant Jenny à conserver les dernières tomates. J'aurais pu vous connaître. J'aurais pu être ici pour tout cela. Jenny a scellé un bocal et l'a mis de côté. Vous êtes ici maintenant. C'est ce qui compte. Comment pouvez-vous être si indulgente après tout ce que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas fait? Jenny est restée silencieuse un instant, ses mains travaillant toujours. Quand j'avais 12 ans, dit-elle finalement, mon père est parti, il est juste sorti un jour et n'est jamais revenu. Ma mère s'est effondrée. J'ai passé des années à être en colère contre lui, contre elle, contre le monde. Et vous savez ce que cette colère m'a apporté? Rien qu'un mal de ventre et des nuits blanches. Elle a regardé Ruby directement. Le pardon n'est pas de dire que ce que quelqu'un a fait était bien. C'est de décider que vous n'allez plus en porter le poids. Vous et Peter avez blessé Daniel. C'est vrai. Mais s'accrocher à cette blessure ne changera pas le passé. Cela empoisonnera juste l'avenir. Ruby a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Votre grand-mère vous a appris ça. Elle m'a appris beaucoup de choses. Jenny a souri, surtout par l'exemple. Elle a recueilli des errants, des animaux, des gens, quiconque avait besoin d'un endroit où atterrir. Elle disait qu'une maison n'est pas un foyer tant qu'elle n'a pas abrité quelqu'un qui n'avait nulle part ailleurs où aller. Elle semble remarquable. Elle l'était. Je pense qu'elle vous aurait aimé, Ruby. Une fois qu'elle aurait passé les vêtements élégants et l'attitude, Ruby a ri. Un vrai rire, chaleureux et sans réserve. Je pense que je l'aurais aimé aussi. Peter était sur le porche buvant du café et regardant Lily chasser les poulets autour de la cour quand son téléphone a vibré. Il l'avait rallumé quelques jours plus tôt, une concession à la praticité, mais il avait ignoré la plupart des messages qui s'étaient accumulés pendant leur semaine de silence. Cet appel venait de Victoria. Il a fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Papa. La voix de Victoria était perçante avec quelque chose. Irritation. Inquiétude. C'était difficile à dire avec elle. Où avez-vous été? Nous essayons de vous joindre depuis des semaines. Le téléphone de maman va directement à la messagerie vocale. Nous avons voyagé. Voyagé? Vous avez 71 ans. Vous ne pouvez pas juste disparaître sans dire à personne. Peter a senti quelque chose se durcir dans sa poitrine. Nous testions quelque chose. Tester à quoi? Papa, tu n'as pas de 6-16. Richard a appelé à une réunion. Il veut discuter de la planification successorale pendant que tout le monde est encore assez en bonne santé pour prendre des décisions. Nous avons besoin de vous et maman à Boston d'ici ce week-end. La succession, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agissait. Pas d'inquiétude pour leur bien-être, mais d'inquiétude pour leur argent. En fait, Peter a dit lentement, « Je pense qu'une réunion de famille est une excellente idée, mais ce ne sera pas à Boston, ce sera ici. » Ici. Où est ici? La ferme de Daniel à Millbrook. Le silence de l'autre côté était assourdissant. « Vous êtes chez Daniel. » La voix de Victoria dégoulinait d'incrédulité. « Pourquoi feriez-vous possiblement? » « Parce que c'est là où nous appartenons. » Peter a interrompu. « Dites aux autres. Samedi à midi, s'ils veulent discuter de questions familiales, ils peuvent venir là où la famille est réellement. » Il a raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter. Ruby est apparue dans l'embrasure de la porte, son expression interrogative. Qui était-ce? Victoria, elle veut une réunion de famille à propos de la succession. Et je lui ai dit de venir ici. Tous. Le visage de Ruby est devenu pâle. Peter, êtes-vous sûr? Non. Il lui a tendu la main, mais je pense qu'il est temps qu'ils apprennent ce que nous avons appris. N'est-ce pas? Samedi s'est levé net et doré. Le genre de journée d'automne qui faisait que le monde semblait retenir son souffle. Jenny cuisinait depuis jeudi. Non pour impressionner, insistait-elle, mais parce que nourrir les gens était sa façon de montrer l'amour. La cuisine sentait le poulet rôti, le pain frais et la tarte aux pommes. Vous n'avez pas à faire tout cela.
lui a dit Ruby, l'aidant à disposer les assiettes sur la longue table de la ferme. Il ne le mérite pas. Peut-être pas. Jenny a glissé un plateau de biscuits dans le four. Mais je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour Daniel. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il va affronter ses frères et sœurs la tête haute, et cela signifie leur montrer exactement ce qu'ils ont été trop aveugles pour voir. Daniel était dans la grange presque finie, organisant des outils et restant occupé. Peter l'a trouvé là, comptant silencieusement des clous qu'il avait déjà comptés 2 fois. « Vous n'avez pas à rester pour cela, » dit Peter. « Si c'est trop, je ne me cache plus d'eux. » La mâchoire de Daniel était serrée. « J'ai passé 8 ans à être la déception de la famille. Aujourd'hui, ils vont apprendre la vérité sur qui a déçu qui. » Peter a hoché la tête. « Je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a des